Merci beaucoup, merci Madame Paola, merci à l'OIM, merci à vous tous d'être là, merci de m'avoir accordé cette opportunité pour que je puisse contribuer et faire part des travaux de cette 6e édition de l'école d'été que nous savons tous que c'est une édition très très spéciale. D'ailleurs, désormais, on n'est plus en été, hein. On est en hiver, voire en printemps. Donc, c'est vrai que c'est une édition qui est caractérisée par un contexte Covid très très particulier. Voilà, donc vous allez être une promotion d'excellence, hein, par rapport et la promotion de résilience aussi, parce que c'est vrai que c'est pas évident de le faire dans ces conditions-là. Bon, je me présente encore une fois, Rauda Jaweni, je suis directrice au ministère de l'économie, des finances et de l'appui à l'investissement. Je suis en charge de la lutte contre la pauvreté, des politiques sociales et de la migration. Je fais partie également du comité de pilotage de suivi des objectifs de développement durable et également du comité restreint au niveau du ministère, parce que c'est notre ministère qui est en charge du suivi de la concrétisation des ODD. Donc moi, par rapport, tout en se comparant à mes précédentes, les oratrices, je vais parler plutôt des orientations stratégiques de la Tunisie. Donc la Tunisie en 2030, et je note là très très bien que ces orientations-là et cette vision-là, elle est en train d'être faite, elle est en cours d'élaboration. Donc là, je vais parler plutôt des piliers sur lesquels normalement, la vision de la Tunisie 2030, à l'horizon 2030, va se baser. Donc voilà, là, bien évidemment, la vision ne pourra que se référer au développement durable. Et qui dit développement durable, on se rappelle tous des 3 dimensions du développement durable, à savoir la dimension sociale, la dimension économique et la dimension environnementale. Et tout ceci sous un même chapeau qui est la gouvernance, ou la bonne gouvernance, mais moi je ne préfère pas le mot bonne, parce que la question de gouvernance, elle est toujours bonne. Il n'y a pas de bonne gouvernance et mauvaise gouvernance. On a même pensé à rajouter un volet gouvernance aux 3 dimensions du développement humain. Donc voilà, si on se réfère à ces 3 piliers, bien évidemment, on va aboutir à une stratégie de développement durable, inclusive, intégrée et résiliente. Et je souligne ces 3 mots vraiment clés, l'inclusivité, l'intégration et la résilience. Donc, voilà, je vais essayer de... Cette vision, qui est, comme je disais, en cours d'élaboration, elle est censée être exhaustive. Je m'explique. Qu'est-ce que ça veut dire exhaustive? Exhaustive, c'est que cette vision devrait toucher toutes les thématiques, tous les secteurs, toutes les régions, tous les acteurs. Donc là, cette exhaustivité, elle est multidimensionnelle, elle est spatiale, elle est, c'est-à-dire dans le temps, elle est temporelle et aussi sectorielle. Donc vraiment, c'est que on devrait avoir une certaine visibilité par rapport aux différentes politiques, par rapport à où est-ce qu'on va. Nous, en tant que Tunisiens, c'est extrêmement important de le savoir. Parce que généralement, et comme vous le savez, nous sommes maintenant devant un 2e quinquennat. Le quinquennat précédent, le premier quinquennat post-révolution, c'était le plan quinquennal 2016-2020. Et tout plan quinquennal, normalement, devrait être précédé par une note d'orientation stratégique qui se fait sur une dizaine d'années. Et cette note d'orientation stratégique, normalement, retrace les directives et les grandes lignes de la planification quinquennale. Donc, aussi bien en matière de politique, en matière d'orientation, en matière de programme, parce qu'au niveau du plan, c'est encore plus détaillé que la vision. C'est pourquoi le plan, c'est sur 5 ans, alors que la vision, elle est prospective, minimum une dizaine d'années, voire 15-20 ans. Elle s'inscrit bien évidemment dans la durabilité. Désormais, on parle tout le temps de développement durable. Et qui dit développement durable dit résilience. Cette capacité de résilier et de s'inscrire dans cette
dans les trois dimensions du développement durable. Et la crise Covid a montré sincèrement beaucoup de choses par rapport à la résilience de la Tunisie, beaucoup de défaillances. Et sur ces bases-là, on devrait justement partir, parce que on devrait partir toujours de l'évaluation de ce qui existe pour qu'on puisse corriger et rectifier le tir après. Donc, l'analyse de l'état des lieux, le diagnostic, c'est une véritable situation de crise aggravée par la pandémie. Et là, vraiment, c'est que nous savons tous que la Tunisie, depuis 2011, n'a pas vraiment retrouvé ses repères. Je parle là quant à la relance économique et quant aussi au climat social et autres, pour qu'elle puisse être attaquée par une crise mondiale qui est la pandémie. Donc déjà, nous, on n'est pas stabilisé en matière de relance économique et d'essor. Et bien là, la crise Covid-19 vient pour nous basculer davantage. Et c'est vraiment là le contexte dans lequel la Tunisie s'est retrouvée. Donc c'est une situation vraiment très très grave, dans le sens que la situation, la période de confinement durant laquelle il y a eu arrêt de production, fermeture de certaines entreprises, il y a un chômage technique, voire un licenciement des travailleurs. Donc tout a un impact social très très grave. Donc les caisses de sécurité sociale se voient par rapport à leur financement. Vraiment, c'est une situation qui a généralisé la crise dans tous les sens. Au niveau des régions, bien évidemment, j'ai toujours dans l'esprit cette dimension régionale et locale. Par rapport à l'objectif, cette vision devrait avoir un objectif global, national, et nous savons tous que les pays développés, s'ils se sont arrivés à un niveau de développement bien avancé, c'est qu'ils ont misé sur leur capital humain et sur leurs compétences. Donc là, la finalité ultime de la vision demeure le bien-être de l'individu et l'amélioration des conditions de vie. Donc la Tunisie, comme vous le savez tous, que nous avons un capital humain très très important, des compétences, des valeurs sûres, et c'est pourquoi d'ailleurs la Tunisie a pu résister à tout ce qu'on a vécu depuis l'année 2011 et tout ce qu'on est en train de vivre jusqu'à maintenant d'ailleurs. Donc c'est vrai que c'est notre devise, c'est notre cheval de bataille, cette compétence et ce capital humain. Et je reviens là peut-être après sur la question de capital humain, c'est que on est classé honorablement, c'est un classement relativement honorable, on est à 0,51 sur 100. Donc par rapport sur 1, bon, c'est 51% par rapport à la question de capital humain. Et je rappelle là que l'indice de capital humain, il mesure le capital humain qu'un enfant né aujourd'hui puisse avoir à son 18e anniversaire, tout en tenant compte des conditions de scolarité et de santé. Et vous voyez là l'importance de ces deux axes-là, à savoir l'éducation et la santé, et leur contribution dans le capital humain. Je reviens parfois après sur les questions de capital humain. Et le troisième pilier, c'est au niveau du processus et au niveau de l'approche. Donc, la démarche de l'élaboration de cette vision devrait être une démarche intégrée dans ses différentes composantes et dimensions et intégrante dans sa portée et des acteurs auxquels elle se réfère. Donc, c'est une approche intégrée, elle intègre toutes les dimensions, tous les secteurs, tout ce que vous voulez, donc par rapport aux axes, et puis intégrante en termes le fait qu'elle interpelle la société civile, les experts, les scientifiques, les académiciens, toutes sortes de ressources humaines sur lesquelles on pourrait compter. Je continue cette situation de crise. Une croissance négative de moins 8,8%. On n'est jamais arrivé à un tel taux de croissance, à un tel chiffre, malheureusement. C'est vrai que la crise Covid-19, c'est une crise générale.
Tout le monde a été impacté, notamment les pays les plus développés du monde, mais quand même, nous, avec une situation initiale déjà fragilisée par la révolution et tout, donc on se retrouve avec un taux très 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 bas. Ceci, finalement, il est dû surtout à une baisse au niveau de l'investissement. Et si je dis baisse d'investissement, je fais référence surtout à l'investissement privé. Parce que auparavant, avant 2011, nous enregistrons une moyenne de croissance de l'ordre de 5% grâce à l'investissement privé qui contribue énormément à la création de richesses et bien évidemment à la création de sources d'emploi, à les postes d'emploi. Donc là, je cite là l'étude faite par l'Institut arabe des chefs d'entreprise qui ont fait une étude sur l'impact de la Covid sur les entreprises, l'arrêt de production, la fermeture des points de vente, l'arrêt de recouvrement interentreprises, ainsi que la suspension des opérations du commerce international ne pourrait qu'impacter la rentabilité et le rendement des entreprises qui se trouvent parfois confrontées à mettre leurs ouvriers en chômage technique, voire licenciement complet. Donc là, et on se retrouve là dans un cadre ou une situation d'aggravation du taux de chômage qui est actuellement aux alentours de 17,3%. Nous étions à 15,3%. La dernière enquête de l'INS évoque ce chiffre-là, 17,3% en termes de taux de chômage. Je rappelle là que l'INS fait tous les trimestres une enquête sur le chômage. C'est pourquoi, en termes de taux de chômage, nous avons les données les plus actualisées par rapport à tout ce qui existe comme données au niveau de l'INS. Et comme le taux de chômage est élevé, bien évidemment, ça va se répercuter sur la pauvreté. La pauvreté nationale se retrouve aggravée. Donc, d'après les chiffres de l'INS de l'enquête 2015 sur le budget consommation des ménages, au niveau national, on a enregistré un taux de pauvreté de l'ordre de 15,2%, avec bien évidemment des disparités au niveau des régions. Donc, la région de centre-ouest a enregistré un taux de 32,5%. Mais, ceci dit que je pense qu'on va dépasser les 20%, parce que là, les chiffres ne sont pas encore validés, mais les propositions par rapport, et je dis là avec beaucoup de réserve, donc c'est pas... on est certain qu'on a dépassé le taux enregistré, qu'on l'a calculé en 2015. Je rappelle là que, avec l'appui de la Banque mondiale, l'INS a pu mettre en place ou élaborer ce qu'on appelle la carte de pauvreté. Et la carte de pauvreté, c'est une carte qui peut donner la pauvreté par délégation, c'est-à-dire malheureusement, bon, la base, on s'est basé sur les données de 2015, puisque l'enquête 2020, elle est maintenant en cours de préparation. Je rappelle là que le taux de pauvreté, il est calculé tous les 5 ans via l'enquête budget-consommation de l'INS. Donc là, mais quand même, je pense que disposer des taux de pauvreté par délégation, c'est toujours une donnée extraordinaire. Ça pourrait orienter les politiciens, ça pourrait orienter la planification nationale pour une meilleure efficacité des programmes sociaux. Donc on sait très très bien désormais que Hassi el-Frid et l'Arioun, c'est les deux délégations les plus pauvres de la Tunisie, qui se trouvent dans le gouvernorat de Kasserine. Donc là, si on a un programme social, on devrait tenir compte des gens et de la population de Hassi el-Frid, de l'Arioun, si on pensait à la création des projets ou autres. Donc là, c'est pour ces raisons-là que les chiffres et les informations désagrégées servent, en fait. Excusez-moi. Parfois, en fait, les données statistiques, c'est pas une fin en soi. Parce que parfois, on perd d'esprit que voilà, on fait une enquête par-ci, par-là, on en a marre des études, sincèrement. Parfois, on est bombardé d'études. Sauf que ces études-là devraient alimenter la planification nationale. On devrait se référer à ces données-là pour qu'on puisse avoir des politiques, des programmes, voire des actions efficaces qui touchent les populations cibles. C'est-à-dire les populations là où on voulait réduire la pauvreté. Si je reviens à la question, puisqu'on est en phase d'analyse de l'état des lieux,
On a fait une certaine évaluation de la crise, puisque on est dans ces conditions-là. On a voulu faire... Qu'est-ce que la crise a montré? Qu'est-ce que la crise Covid-19 a montré? On a assisté à une faiblesse énorme de la coordination interministérielle. Et je pense qu'on est tous conscients de cette faiblesse de coordination. Je sais que la question de coordination, c'est toujours une question récurrente, qui revient à chaque fois, même dans les pays les plus développés du monde. Mais nous, on essaye de réduire cette faiblesse. Donc, l'idéal, c'est qu'on puisse réduire le maximum ce gap en matière de coordination interinstitutionnelle, intersecteur, interpartenaire. Donc, la question de coordination, c'est vraiment un grand problème. La défaillance du système de santé publique. Et justement, ça, c'est la Covid a montré que notre système de santé publique, c'est un système défaillant. Nous avons des services de santé qui ne sont pas de qualité. Donc, il y a beaucoup de choses à revoir là. Et je pense que la question de cette revisite ou cette révision du système de santé publique est une question de fond et primordiale et qui devrait prendre sa part dans la vision 2030 et dans la planification à venir, surtout en termes de qualité de services rendus, d'accès aux services de la santé, parce que là, les disparités régionales, c'est énorme. C'est-à-dire, si on s'adresse à un hôpital pour avoir un rendez-vous dans 6 mois, on peut justement mourir en cours de route. Donc, attendre 6 mois pour avoir un rendez-vous pour qu'on puisse se soigner, c'est pas vraiment... Alors que la santé, c'est un droit pour tous, si on revient aux droits humains et aux principes des droits humains. Le manque de bases de données intégrées. Et c'est toujours notre problématique, c'est d'avoir... C'est vrai que nous avons beaucoup de sources de données. En premier lieu, l'INS, la première institution productrice de données. Sincèrement, nous avons beaucoup d'indicateurs qui sont calculés, qui sont développés, sauf que il y a un manque en matière de bases de données intégrées. Et je m'explique là. Qu'est-ce qu'on entend par le mot intégré? C'est que si une personne travaille au ministère de l'Éducation, je m'excuse, si une personne, par exemple, on voulait accorder une aide à une famille pauvre, et du coup, il y a cette interopérabilité dans le système, si par exemple on clique sur cette famille-là, il y a une notification qui arrive au niveau du ministère de l'Éducation, et là, on pourrait savoir combien d'enfants scolarisés a cette famille, est-ce qu'elle a une personne handicapée ou pas, est-ce que le père, il a des biens, il est propriétaire de biens ou pas. Donc là, c'est cette interopérabilité et cette intégration du système d'information qui facilite les choses et qui rend les programmes et les politiques plus efficaces. Donc ce manque de bases de données intégrées vraiment impacte l'efficacité des politiques d'une manière générale. Donc, et bien sûr, puisqu'il n'y a pas de base intégrée, donc certainement on assiste à des incohérences de données, à un manque de données désagrégées. Donc ça va de soi. En plus des... Excusez-moi, je devrais boire. Bon, en plus des faiblesses, certainement il y a des points forts. Hein. L'évaluation a montré quand même que on a pu s'adapter à la digitalisation, on a pu s'adapter au travail à distance, l'enseignement à distance, les plateformes en ligne, les ventes surtout, c'est surtout le commerce en ligne, c'est la principale activité qui a vraiment profité du contexte Covid et de la crise, et vraiment qui a... Nous assistons à une montée en exponentielle pour ce qui est vente en ligne, pour tout ce qui est commerce. Alors que malheureusement, pour le secteur de l'artisanat, il a été complètement... Alors là, c'est la fatalité. Malheureusement, les secteurs de l'artisanat et aussi, bien évidemment, le tourisme. La cohésion sociale, solidarité, entraide. Justement, oui, les Tunisiens, il y a une certaine solidarité entre les Tunisiens et chose qu'on doit en être fier. C'est vrai que dans ces conditions-là,
On a pu être solidaires ensemble. La société civile et les composantes de la société civile, ces jeunes-là qu'on salue depuis ce panel, sincèrement, c'est un travail extraordinaire qui a été fait par les composantes de la société civile en matière d'entraide, notamment au profit des migrants en situation irrégulière qui se sont trouvés dans une situation de précarité. La créativité et l'innovation observées chez les jeunes. C'est vrai qu'on a vu des initiatives créatives très très sympathiques de la part des jeunes, création de ce genre de plateforme pour aider les uns et les autres, comment est-ce qu'ils ont coordonné ensemble. Donc beaucoup d'initiatives de création qui nous incitent davantage pour miser sur nos jeunes, pour miser sur notre capital humain, pour miser sur nos compétences et notre savoir-faire. Revenons au deuxième volet, au premier volet du développement durable, à savoir le volet social. Et qui dit volet social dit vie décente et bien-être. Vie décente, c'est-à-dire un emploi décent. L'emploi, c'est une exigence de la dignité citoyenne. C'est un défi majeur pour la Tunisie. Donc là, je vous assure que la priorité des priorités de la Tunisie, c'est l'emploi, voire l'employabilité. Parce que là, si on est privé d'emploi, on n'est jamais, on peut plus se sentir carrément citoyen. Et là, peut-être, je parle des citoyens tunisiens, même pour les migrants aussi. Si on est en situation de chômage, on est dans la précarité, on pourrait être victime de traite ou autre. Donc, la question de l'emploi, c'est une question primordiale pour la dignité humaine. Donc là, vraiment, c'est le premier pilier sur lequel on devrait miser, et sur lequel on devrait travailler et avoir des idées. Probablement, c'est encourager l'initiative privée, trouver des solutions par-ci, par-là. Donc, c'est vraiment la priorité des priorités. L'inclusion sociale, l'inclusion économique, l'équité et la réduction des inégalités. Et là, c'est vraiment, c'est toujours, je pense que là, on est en train de traiter des problématiques récurrentes. On a déjà, c'est du, vous dites aussi que c'est du déjà vu. Hein. C'est vrai que c'est des déjà vus, mais c'est des choses c'est des choses récurrentes. À chaque fois, on dit, on répète et on insiste là-dessus parce que les problèmes n'ont pas été résolus. Les disparités régionales, les inégalités. Et je mets l'accent là, je souligne le mot équité. Qui dit équité, c'est pas l'égalité, c'est octroyer à deux personnes les mêmes chances d'accéder, par exemple, à un poste d'emploi. Donc c'est là, vous vous souvenez de cette caricature-là pour quelqu'un, pour qu'il puisse regarder avec un siège, il y a le grand de taille, 3 bonhommes, le plus grand et un qui est moyen et l'autre qui est petit. Et on rajoute des trucs, des briques pour que le plus petit puisse voir. Et c'est ça l'équité là. C'est pas du tout l'égalité. C'est l'équité, c'est vraiment, ça renvoie à l'égalité de chance. Par exemple, si on dit en termes de taux de scolarisation au niveau national, on a avoisiné les 98 voire 99% de scolarisation. Mais si on voit en termes de disparité régionale et d'inégalité, on est vraiment loin de là. Donc là, la réduction des inégalités et l'octroi des inégalités de chance aux personnes porteurs d'handicap, aux personnes vivant dans des conditions très précaires, très pauvres. Donc c'est vraiment une priorité nationale. Je rajoute là, par rapport à la question de dimension locale, probablement avec le code des collectivités locales, le processus de décentralisation. Donc nous pouvons peut-être arriver à résoudre un peu, réduire davantage ces inégalités, parce qu'en fait, on laisse aux localités, aux municipalités, les 350, je pense maintenant, municipalités, à avoir à s'auto-gérer, c'est-à-dire avoir leur propre stratégie au niveau local, parce que ce sont les meilleures personnes à savoir leurs besoins. On peut pas c'est cette approche bottom-up qui est vraiment importante, parce que là, une approche parachutée du central, sans pour autant savoir les besoins de la région, ça n'a jamais réussi. L'idéal, c'est d'avoir ces deux approches, le bottom-up avec le top-down, avec une certaine coordination,
parce que même les stratégies et les orientations au niveau local devraient être en cohérence et en synergie avec le niveau national et avec les objectifs du pays. Capital humain et prospérité, le troisième pilier du volet social. Donc, comme je disais tout à l'heure, on devrait miser sur notre capital humain. Donc, les compétences, je rappelle là que le pourcentage de la population âgée de 15 à 29 ans représente à peu près 25% de la population tunisienne, à peu près 24,3%. Et donc là, c'est un grand potentiel pour la Tunisie, pour pouvoir ne pas exploiter, mais profiter de ce potentiel de jeunesse pour avancer. Parce que, en fait, l'objectif du capital humain, c'est quoi? C'est transformer ce capital humain en croissance économique. Et qui dit croissance économique, dit création de richesse. Malheureusement, nous avons un grand potentiel en matière de capital humain qui n'est pas traduit et qui n'est pas transformé en croissance. Pour ce qui est volet économique, la promotion de l'investissement, en particulier l'investissement privé, en tant que l'un des principaux moteurs de croissance et de création de richesse, est la principale source de création d'emplois. Donc là, c'est vraiment le secteur privé. On devrait miser sur le secteur privé et la promotion d'investissement privé. Ceci, bien évidemment, je rappelle que la Tunisie a fait pas mal d'efforts, de réformes structurelles par rapport à la question d'investissement. Je rappelle là la nouvelle loi d'investissement de 2016, la loi 71-2016, qui a prévu beaucoup de réformes institutionnelles, juridiques. Cette loi se base sur 4 objectifs essentiels, voire 5 peut-être. La création de valeur ajoutée, miser sur les secteurs à haute valeur ajoutée, l'employabilité, la création de postes d'emploi, le développement régional et la réduction des inégalités, et aussi l'adoption et la concrétisation du développement durable. Donc ceci, ce sont les objectifs et les piliers sur lesquels s'est reposé ou s'est basée la loi d'investissement. Cette loi voulait avoir jeter les bases d'une nouvelle gouvernance d'investissement pour éviter cet effritement sectoriel par rapport à l'investissement. C'est-à-dire que il faut se dispenser de cette segmentation sectorielle de l'investissement. Parce que finalement, le ministère de l'Industrie nous avons l'API, l'APIA, donc c'est comme une segmentation sectorielle de l'investissement, alors que l'investissement devrait être abordé dans le cadre d'une stratégie, dans le cadre d'une approche globale, holistique, qui englobe tous les secteurs. C'est pas effrité selon les secteurs. C'est-à-dire nous avons une structure qui travaille sur l'investissement agricole, l'autre sur l'investissement industriel, l'autre sur les exportations. Donc ceci demande beaucoup de travail en matière de gouvernance par rapport à l'investissement. Cette nouvelle stratégie devrait se baser sur la libéralisation de l'initiative privée et la facilitation de l'accès au marché. Et si on dit la libéralisation de l'initiative privée, c'est qu'il fallait interdire ces blocages par rapport à l'initiative privée, c'est-à-dire laisser les gens créer les entreprises, alléger les procédures administratives, parce que chez nous, là, nous avons des procédures administratives catastrophiques, hein, où nous aurons ce feedback par rapport aux étrangers qui viennent s'installer chez nous, alors que dans d'autres pays, on peut créer son entreprise depuis l'Internet en une heure, probablement. Donc, c'est vrai qu'il y a des réformes qui sont en train d'être mises en place, mais le processus est encore là. Donc, il y a beaucoup de travail à faire par rapport à ça. L'amélioration du climat des affaires. Ça aussi, c'est important. L'amélioration du climat des affaires, tout ce qui est bureaucratie, administration. Donc, il fallait améliorer les compétences, l'adéquation entre formation professionnelle et demande sur le marché de l'emploi. Donc, nous retrouvons avec des diplômés dans des spécialités
qui ne sont pas dispo sur le marché de l'emploi. Alors que si on voit les entrepreneurs, ils nous disent que voilà, il nous manque cette compétence et cette compétence. Et ils font appel à des travailleurs étrangers. Et nous avons assisté à des conditions pareilles. Donc c'est vrai que cette inadéquation et incohérence entre formation professionnelle et enseignement, et formation professionnelle et emploi, on devrait éviter cette incohérence. On devrait miser aussi sur les compétences en matière d'enseignement supérieur. Donc la recherche scientifique, on devrait miser sur les recherches en matière de numérisation, digitalisation. Donc tout ceci, c'est des pistes de réflexion pour améliorer et pour aller de l'avant dans les questions de la promotion de l'emploi, de l'investissement, pardon. Lapsus révélateur, la promotion de l'emploi. Donc, le troisième pilier, c'est la gouvernance institutionnelle de l'investissement. Justement, comme je disais hier, il fallait qu'il y ait un seul interlocuteur de l'investissement, pas une multitude de structures. Et d'ailleurs, la création de la TIA, Tunisian Investment Authority, l'instance tunisienne d'investissement, elle a été créée dans le sens que on va se regrouper après tous ensemble, à PIA. Toutes les structures qui se travaillent sur l'investissement vont travailler sous le chapeau de cette instance. Mais ça va prendre certainement du temps, parce que c'est un processus. Mais en ce moment-là, la TIA s'intéresse aux investissements qui dépassent les 15 000 millions de dinars. Donc elle se place au niveau d'investisseurs. Le troisième volet du développement durable, sur lequel devraient se baser nos orientations stratégiques et notre vision de 2030, c'est le volet environnemental. Bien évidemment, il fallait optimiser la gestion des ressources naturelles et protéger l'environnement, optimiser notre utilisation des ressources en eau, optimiser notre utilisation en matière de conserver les forêts, préserver les terres, parce que qui dit environnement, c'est pas que la pollution, c'est les terres, c'est les ressources en eau, c'est réduire les gaz à effet de serre, donc c'est un ensemble tout un package. Donc là, vraiment, optimiser la gestion des ressources, c'est un défi majeur sur lequel on devrait travailler pour qu'on puisse justement favoriser l'économie verte et aller de l'avant par rapport à ça. Le troisième pilier, c'est que du moment qu'on s'inscrit dans le développement durable, on devrait continuer le processus de concrétisation des objectifs de développement durable. Et je vous rappelle là que la Tunisie a élaboré son premier plan, son premier rapport national volontaire sur les ODD en 2019. Et actuellement, on est en pleine préparation du rapport national volontaire de 2021. Ce rapport-là, 2021, s'inscrit dans un cadre de Covid-19. Et ce rapport, comme celui de 2019, donc, sera discuté au forum de haut niveau, au niveau des Nations Unies. Et du moment que la Tunisie s'est engagée dans cet agenda, elle a adhéré à l'agenda 2030 avec ses 17 ODD, donc son engagement aussi à faire des rapports nationaux dans ces conditions-là, vraiment c'est un honneur pour la Tunisie qui est en train d'honorer ses engagements à l'échelle internationale avec tous ces problèmes qu'elle est en train de vivre à l'échelle nationale. Donc c'est vrai que c'est vraiment important. Je rappelle que aussi les ODD et l'agenda 2030 a montré que vraiment, plutôt la Covid-19, la crise a montré que c'est vraiment le moment ou jamais à concrétiser les objectifs de développement durable en matière surtout de résilience. C'est vrai que c'est important de travailler sur la réduction de pauvreté, sur la création d'emplois décents, sur les égalités entre les sexes, sur l'éducation de qualité, sur une production durable, sur un partenariat mondial. Tout ceci se fait dans un cadre universel important qui intègre aussi bien l'échelle nationale, bien évidemment avec les partenaires internationaux, sans oublier bien évidemment tous les partenaires et tous les acteurs dans ceci, la société civile, les partenaires sociaux, les organisations, les académiciens et bien évidemment toutes les structures les structures nationales, les structures sectorielles, notamment les départements ministériels et autres.
j'ai touché l'autre... Comment faire? Je ne sais pas. J'ai fait une mauvaise touche. Ah, c'est bon. Merci. Merci pour l'aide. Ah, je reviens. Bon. Je pense que... Excusez-moi. J'ai touché parce que j'ai touché celui de gauche. Voilà. Merci. Ah, comment? Non, parce que toutes les slides s'affichent, je ne sais pas pourquoi. Parce que j'ai touché celui de gauche. Ah, c'est bon. Merci. Non, non, c'est bon. Ah, j'ai tendance à... Donc ça va, c'est le rapport national de suivi des ODD. Donc justement, je venais de parler de ça. Le rapport de 2019, le rapport de 2021 qui est en cours d'élaboration. Donc je rappelle là qu'en 2020, la Tunisie a été classée première à l'échelle africaine en matière de concrétisation des ODD, avec un taux de 67%. Donc c'est toujours un honneur pour nous, hein. On a devancé le Maroc, l'Algérie, donc au niveau des pays africains, on est classé les premiers. Bon, comment, je ne sais pas. C'est un rapport africain, it's African Index, donc ça va, tout va bien pour nous. Et bien évidemment, cette vision dessinera les axes stratégiques du plan quinquennal. Donc, comme je disais tout à l'heure, c'est que chaque quinquennat, chaque plan devrait être précédé par une note stratégique ou vision qui serait sur une dizaine d'années. Donc, les axes stratégiques, c'est dessiné par la vision, et puis le plan quinquennal, c'est la concrétisation, c'est plutôt, on ira plus dans le détail au niveau du plan. C'est les secteurs, c'est les programmes, c'est les projets, en plus que les politiques. Cette stratégie, bien évidemment, elle va intégrer principalement, et bien évidemment, je ne serai pas exhaustive par rapport à ça, la dimension genre. Et déjà, la question genre en termes de budgétisation, la planification, on aurait aimé qu'il y ait toujours des données par rapport au genre. Les variables démographiques, bien sûr, c'est la base de toutes les projections démographiques, parce que la population et les tranches d'âge et toutes ces variables démographiques devraient être à la base de toute action de planification. Et bien évidemment, la migration, parce que la question migratoire est extrêmement importante. Je ne vous cache pas qu'auparavant, on se contentait dans les plans quinquennaux de décrire voire deux pages sur les Tunisiens résidant à l'étranger. Mais non, l'approche a changé et désormais on parlait de mainstreaming migration, donc l'intégration de la migration dans les stratégies nationales, dans la planification nationale. On tient davantage de la question migratoire. C'est-à-dire, on ne se limite pas juste aux Tunisiens résidant à l'étranger, plutôt on se penche sur les questions de migration, immigration et émigration dans les deux sens. Donc, la prise en compte de la migration dans les préoccupations nationales et politiques et programmes futurs, donc l'intégration de la migration dans la planification nationale, ça c'est une nouvelle donne, sincèrement c'est aussi un acquis au niveau de la Tunisie, la question migratoire prend de l'ampleur au niveau des politiques, parce que là on devrait savoir l'impact de la migration sur les politiques nationales et vice-versa, l'impact des politiques nationales sur la migration. Et ça, c'est extrêmement important. C'est-à-dire, on devrait tenir compte de la migration et de la question migratoire lors de l'élaboration des politiques économiques, c'est-à-dire à la base. Si on raisonne, par exemple, au niveau du ministère des Affaires... au niveau du ministère de l'Enseignement supérieur, il devrait prendre compte de la thématique migratoire lorsqu'il met en place ses politiques, ses stratégies, ses orientations stratégiques. Le ministère de l'Emploi aussi, la formation professionnelle aussi. Donc je pense que la question de migration devrait être vraiment à la base de toute politique. C'est une thématique transversale, tout comme le genre, qui devrait être prise en compte dans toutes les politiques et toutes les stratégies. Bon.
nous arrivons à la fin. Pour ce qui est parce que la question de migration, je vais la traiter davantage le 19 dans l'intervention sur la question de migration en tant que facteur de développement. On va parler davantage sur la question mainstreaming, migration, intégration de la migration dans la planification nationale. Donc là, c'est juste, on a parlé des orientations stratégiques au niveau de la planification nationale qui tiennent compte aussi de la question migratoire. Au niveau de la conclusion, la première, c'est de s'approprier de cette vision-là et de ces orientations stratégiques. La question d'ownership et d'appropriation, c'est une question primordiale. Avant tout, il fallait que s'approprie de ces problématiques-là pour qu'on puisse avancer. Pour dire que, par exemple, la relation entre migration et développement, on devrait être bien imprégné de cette question-là et de cette relation-là pour qu'on puisse donner des solutions adéquates, des solutions, pour qu'on puisse aller de l'avant, même au niveau des stratégies, et faire le plaidoyer par rapport à ça. Donc la question d'appropriation est extrêmement importante. Garantir une synergie intersectorielle et éviter le travail en silo. C'est notre problématique, c'est que chacun travaille dans son propre coin, indépendamment de l'autre. Pour les politiques publiques, par exemple, il fallait qu'il y ait cette interconnectivité entre ces différentes politiques. Il ne fallait pas que chacun travaille tout seul, indépendamment de l'autre. Et si vous remarquez que, par exemple, la question de migration, c'est une thématique complexe et transversale, la migration. Si le ministère des Affaires sociales travaille tout seul, si le ministère de l'Emploi travaille tout seul, si le ministère de je ne sais quoi, du tourisme travaille tout seul, donc où est-ce qu'on va aboutir ? C'est l'effritement des efforts, il n'y a aucun résultat concret. Alors la question devrait être traitée d'une manière holistique ensemble. Donc cette question de mise en synergie et mise en cohérence des différentes politiques est extrêmement importante pour qu'on puisse arriver à un résultat efficace et qu'on puisse atteindre nos objectifs. Aussi garantir une synergie nationale-régionale. Donc, il ne fallait pas que... c'est vrai que maintenant, avec le Code des collectivités locales, nous avons ce qu'on appelle une gouvernance locale. Mais cette gouvernance locale ne devrait pas fonctionner indépendamment du national. Il devrait y avoir cette convergence et cette cohérence et cette synergie entre tout ce qui se passe au niveau national avec tout ce qui se passe au niveau local et régional. Donc là, ça va renforcer, parce que sinon, c'est les efforts qui partent dans tous les sens sans aucun résultat. Donc ce va-et-vient entre le central, le régional, voire le local, c'est extrêmement important en termes de synergie, en termes de feedback, en termes de participation. C'est pourquoi tout le temps on parle d'approche inclusive et intégrée, et bien évidemment participative. Et bien évidemment, un effort commun de toutes les parties prenantes pour la concrétiser. Parce que là, ni l'administration toute seule, ni la société civile toute seule, ni les académiciens tout seuls peuvent arriver à n'importe quel résultat. Il fallait que tout le monde y participe, il fallait qu'il y ait ce consensus, il fallait qu'il y ait cette démarche participative intégrée, que chacun pourrait participer de son coin là par rapport à ce qu'il est, par rapport à ses atouts, par rapport à ses compétences, qu'on puisse ensemble arriver. Sinon, le résultat va être en deçà de nos attentes. Je pense, voilà, je reviens juste. Il y a le proverbe là qui dit que tout seul, voilà, tout seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Voilà, c'est ce que je voulais dire à la fin. Donc, et je vous remercie. Voilà.